La montagne ne facilite pas le travail des forestiers qui doivent apprivoiser la pente, s'accommoder de conditions climatiques parfois difficiles et s'adapter aux contraintes environnementales. La forêt de montagne est donc le terrain de passionnés et vous allez voir qu'il est aujourd'hui possible d'associer exploitation forestière moderne et préservation de l'environnement. Bonjour les garçons. Bonjour Stéphane. Et vous allez me nettoyer tout ça parce que c'est du grand n'importe quoi. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour. Vous me facilitez la tâche parce que là au moins c'est marqué dessus. Donc c'est Julien qui représente l'ONF. C'est Flavien qui représente un exploitant forestier des Alpes-Maritimes, c'est ça? C'est ça, ouais. Et vous venez ici pour prélever certains arbres qui ont été identifiés en collaboration avec l'ONF, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Vous allez me raconter toute l'aventure. Vous avez démarré l'exploitation il y a combien de temps? On a démarré hier matin. Ah oui, c'est tout frais. Ouais, ça vient de démarrer là. C'est tout frais. Et je vois que Julien est équipé avec la petite machette, mais un peu particulière celle-ci. Oui, Parce que ce matin, j'étais du côté du dévolu et quand on marque les arbres, alors à chaque fois, c'est plutôt des traces de peinture ou bleu ou orange. Alors tout dépend en fait les bois qu'on va marquer. Ici, on est quand même sur une forêt de belle qualité avec Ouais. des bois bien conformés. La règle veut que sur les bois de valeur, on mette un coup de marteau. Ça s'appelle un marteau avec un côté hachette, un côté poinçon qui identifie bien l'arbre pour les bûcherons et qui surtout montre bien réglementairement que c'est cet arbre-là qu'il faut couper et pas un autre. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le poinçon? AF. Là, on est en montagne. Est-ce que l'exploitation, justement, c'est à chaque fois une performance? Il faut composer avec les aléas de la montagne, c'est pas évident? Ouais, c'est ça, ouais. En montagne, l'exploitation comparée en plaine, elle est totalement différente, beaucoup plus compliquée. Déjà, l'accès forestier est compliqué. Et la pente. La pente dans les parcelles, elle peut être dangereuse. Il vous arrive de travailler sur des ponts à quel pourcentage à peu près? En moyenne, entre 30 et 60. Quand même! Voilà, à peu près. Alors là, 60, vraiment dans le grand maximum, mais ici, on est peut-être dans le cas, largement. Même peut-être à plus de 60 par Même, mois. voilà. Donc, ouais, c'est énorme. Et puis après, il y a tous les facteurs météorologiques, accessibilité, ce que vous venez d'évoquer aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut y passer? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il n'y a pas de neige? Il y a peut-être une saisonnalité aussi. Ouais, c'est ça. Hein, donc, on peut commencer à exploiter du printemps à, on va dire, l'automne, mais début d'automne, hein, parce qu'après la neige arrive vite, hein, à cette altitude, ça arrive vite. Après, c'est inaccessible. Bon, encore une question pour le technicien. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour abattre un arbre? Comment est-ce qu'on le fait tomber? Alors oui, il y a des règles à respecter. Oui, il y a toute une technique et il faut la respecter parce que sinon ça peut être très dangereux. Donc il faut faire une entaille directionnelle avec un trait d'abattage derrière, des fois des coins, des fois, et ça va être le cas sur peut-être ici, quelquefois un cric hydraulique pour aider l'arbre, parce qu'on est sur des très gros bois. Donc oui, il y a toute une technique qui est très complexe et il faut des années pour la maîtriser. Ouais. Quand vous attaquez un arbre, vous savez exactement dans quel sens il va tomber et où il va tomber. On veut toujours le faire aller à un endroit. Ça peut arriver que ça se passe pas comme on veut, c'est là que ça devient dangereux. Ils vous font des caprices de temps en temps. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Et c'est là que c'est dangereux parce que là, on contrôle des fois plus trop la chose, donc il faut faire Bien très sûr. attention. Mais bon, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. On va continuer à parler justement de sécurité et de tout cela parce qu'il y a des énormes machines qui sont là-bas et vous allez m'expliquer justement à quoi elles servent ces machines, comment on s'en sert. Dis donc, cette machine, j'en avais jamais vu une comme ça. D'un côté, il y a effectivement un double treuil, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et puis ça, c'est le grappin pour Ouais, attraper alors, les arbres. voilà, ouais. Donc à l'arrière, ouais, il y a deux treuils, un double treuil de 2 fois 16 tonnes avec des câbles acier. Et à l'avant, c'est une pince à grumes plutôt ça. Et ça permet d'empiler plus facilement les bois et plus haut. Quand on a très peu de place, comme souvent chez nous en montagne, la place, on n'en a pas beaucoup.
Comment ça s'appelle cette machine? Un skidder, en Un français skidder. un débusqueur. Et après, spécificité de ce tracteur et de beaucoup d'autres, mais ça sert, les pneus sont gonflés à l'eau. Dans chaque pneu, il y a 300 litres d'eau. Ça permet un meilleur appui au sol pour encore gagner de l'adhérence. Ça évite de patiner? Et éviter de patiner, en plus des chaînes et en plus de tout ça. D'accord, puisque préserver les sols, ça fait aussi partie des nouvelles réglementations environnementales. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Ah oui, oui, complètement. Il y a des prescriptions particulières sur le tassement des sols. Aujourd'hui, un engin n'a pas le droit de circuler dans le parterre d'une coupe. Il est obligé de rester soit sur la piste forestière, comme c'est le cas ici, soit dans des cloisonnements à l'intérieur de la parcelle. Des cloisonnements qui sont spécifiques aux engins. Mais en aucun cas, maintenant, on autorise un engin dans le parterre de la coupe. Vous avez repéré l'arbre, vous savez qu'il faut qu'il tombe dans un certain sens. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, la nature a fait un petit caprice et l'arbre, il n'est pas complètement tombé par terre. Comment on appelle ça lorsqu'il reste coincé entre deux On arbres? appelle ça un arbre encroué. Oui. Et ouais, donc là, ça c'est un cas dangereux. Hein, parce que bon, déjà, il peut rester appuyé ou s'appuyer et casser l'arbre devant. Il peut basculer même. Basculer, remonter, il peut se passer plein de choses. Des fois, on les voit qu'une fois, mais une fois, ça suffit. Et dans ce cas-là, immédiatement, le débusqueur rejoint le bûcheron. Donc le bûcheron vient voir le chauffeur de la machine. Immédiatement, il vient avec ses câbles et son treuil et fait tomber l'arbre au sol. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, en tirant avec le câble, on arrive toujours à le faire tomber. Toujours en évitant d'abîmer d'autres arbres à côté. Bien sûr. Mais c'est immédiat parce que c'est des arbres très dangereux, ils sont pendus, des fois ils tiennent par rien et avec un coup de vent ils peuvent tomber. Donc sur nous et sur éventuellement des promeneurs, les agents ONF, n'importe quoi. Si un arbre est accidentellement tombé, alors soit de vieillesse, soit parce qu'il y a eu beaucoup de vent, qu'est-ce qu'on en fait du bois mort ici? Le bois mort, on le laisse en forêt. C'est très important pour la biodiversité. Pour la biodiversité. Exactement. Exactement, hein, c'est vraiment un écosystème particulier. Donc non seulement on laisse le bois mort en forêt, celui qui est tombé, mais même celui qui est debout. Il peut y avoir aussi dans des gros bois secs, voire même des bois sains, des cavités pour les oiseaux, hein, pour les rapaces, pour la chouette notamment. Donc ça, on n'y touche pas. Au-delà de ça, nous quand on marque une coupe, en plus de marquer les bois qu'on va prélever, on marque aussi, avec un triangle de couleur chamois, les arbres qu'on va laisser pour la biodiversité. Pas forcément des bois secs déjà. On peut laisser des gros bois, alors, qui ont peut-être des fois un petit peu moins de valeur, mais même s'ils ont de la valeur, on laisse des bois pour les laisser mourir d'eux-mêmes. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de l'exploitation forestière qui se faisait à une certaine saisonnalité en fonction de l'accessibilité, en fonction de la météo, etc., il y a une chose que je ne vous ai pas évoquée aussi, c'est la nidification, période de nidification. Vous parliez de la chouette il y a quelques instants. Tout à fait. Là aussi, c'est les périodes sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité de travailler. Ouais, c'est ça. Il y a certaines espèces qui nous interdisent donc à ces moments-là d'intervenir en forêt. Le tétras, la chouette. Après, il y a même des insectes aussi. Hein. Maintenant, la rosalie des Alpes. Il y a plein de choses. En règle générale, nous, quand on marque la coupe, après une coupe, on établit une fiche vente dans laquelle on va inclure toutes les prescriptions environnementales qu'il peut avoir dans cette parcelle-là. C'est vraiment des contraintes, hein, parce qu'on a une saisonnalité dans nos coupes avec l'hiver, mais on a aussi du coup une saisonnalité dans les coupes avec les nidifications d'oiseaux. Alors j'ai repéré en arrivant ici d'autres outils que je n'avais pas encore vus. Vous allez me dire à quoi ça sert, notamment le marteau. Est-ce qu'il y a ici qui m'explique? Flavien? Ouais. Alors donc là on a un distributeur à plaquettes avec son marteau qui va forcément avec, donc, qui nous permet d'apposer au pied des arbres ou alors au côté gros bout on appelle ça, donc sur les cimes, une plaquette qui a un numéro qui se suit, donc jamais le même. Chaque arbre a un numéro. Chaque arbre a un numéro et ce numéro correspond à son cubage, donc sa longueur, son diamètre médian, donc au milieu de sa longueur, ce qui nous donne le cubage total de l'arbre. Ça permet une traçabilité. Quand ça arrive dans les scieries, ça permet d'avoir le cubage des bois. Tout ça a énormément évolué au cours de ces dernières années. Oui, ça évolue encore. Là, on a des plaquettes qui sont encore assez simples. Maintenant, on a des plaquettes avec code barre, avec QR code, qui nous permet même de faciliter ensuite. Mais surtout, quand je vois les machines, je me dis qu'on est quand même bien loin du bûcheronnage à la hache il y a quelques décennies. Là, maintenant, est-ce que justement ces machines-là vous permettent d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et de travailler dans des meilleures conditions? Oui, tout à fait, oui. Plus en sécurité et bien sûr d'être beaucoup plus rapide et efficace et aussi plus précis. Il faut peut-être rappeler que lorsqu'il y a un chantier comme celui sur lequel vous êtes en train de travailler, il y a aussi des règles à respecter, il faut peut-être rester à distance. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela?
Alors c'est une grande préoccupation. Hein. En règle générale, la communication sur les chantiers est très importante. Alors qu'est-ce qu'on met en place déjà? On va avertir la commune déjà qu'une coupe va démarrer pour qu'elle-même puisse informer tous les habitants. Ensuite, on signalise le chantier. Après, pas parce qu'il y a une randonnée ou des randonneurs qu'on va arrêter de couper. Bien sûr. On parle de multifonctionnalité dans la forêt, c'est le cas aussi voilà, entre les randonneurs et l'exploitation forestière. Là, vous êtes là pour combien de jours à peu près, Flavien? Voilà, il faut compter un gros mois de travail. Pour travailler sur une parcelle de combien d'hectares? Donc là, la surface à exploiter, elle est de 16 hectares. 16 hectares. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Ouais. J'espère que la météo sera favorable. Ah oui, ça oui. On l'espère toujours. Merci, travaillez bien, monsieur. Et Merci. vous me nettoyez l'allée, bien comme il faut. Il y a une remise en état qui sera prévue. Merci à vous, à bientôt. Merci.